Bonjour Jean-Michel. Bonjour Fabienne. Guy Birenbaum est là également avec Gilles Bornstein et notre invité ce matin est porte-parole d'Emmanuel Macron. La passation des pouvoirs entre François Hollande et Emmanuel Macron. Il s'appelle Christophe Castaner. Ah, oui. Je vous confirme. Excusez-moi. Bonjour Christophe Castaner. Bonjour. On va commencer par le début, c'est ça? Et donc je peux y aller là, vous croyez? Allez-y, je vous en prie. La passation entre François Hollande et Emmanuel Macron aura lieu dimanche prochain. Hier, les deux hommes étaient ensemble pour les cérémonies du souvenir et François Hollande parle d'Emmanuel Macron avec beaucoup d'affection. On l'écoute. Il a été élu, il est le président, et c'est à lui maintenant, fort de l'expérience qu'il a pu acquérir auprès de moi, fort aussi de ce que nous avons fait ensemble, de continuer, comme je l'ai dit, sa marche. Et il sait que s'il a besoin de quelques informations, conseils ou expériences, mais il s'adressera à moi librement, il sera toujours le bienvenu, et moi je serai toujours à côté de lui. En fait, Emmanuel Macron est vraiment, ou un peu, ou beaucoup, je ne sais pas, l'héritier de François Hollande. Non, je crois qu'il y a une rupture entre les deux hommes. Ensuite, vrai il y a. Vous le croyez vraiment? C'est pas de la rhétorique, ça? Non, il y a une vraie rupture. Pendant de longs mois, ils ne se sont pas parlé. Et à la fois, les propos, le bilan, la volonté d'Emmanuel Macron de tourner la page, pas seulement sur ces 5 dernières années de politique française, mais sur les 20 dernières années, incarne cette rupture-là. Il a fait ses choix. Mais ensuite, il y a une relation de respect entre les deux hommes. Je pense que la politique, elle se grandit aussi quand il y a ce respect. Les images d'hier montraient l'inverse de ce que vous dites, une véritable complicité, une sorte de passation naturelle qui témoigne d'une forte proximité, au contraire. Si rupture il y a eu, en tout cas, elle n'a pas eu de conséquences, quoi. Disons elle ne se voyait pas à l'image. On a surtout vu l'affection du président sortant hier. Vous trouvez qu'Emmanuel Macron est plus sur la réserve? Emmanuel était hier dans la gravité de cette prise de fonction et donc je ne l'ai pas vu expansif ou expressif particulièrement avec François Hollande, mais c'est aussi une forme de respect. Vous savez, ils ont une histoire commune, ils ont une rupture commune et donc il est important de tenter de faire en sorte que ça se passe bien, mais c'est plus facile pour François Hollande d'accueillir pour ce 8 mai son successeur que ce ne l'avait été pour Nicolas Sarkozy parce que c'était son adversaire après une campagne dure qui devient son successeur et qui se trouve côte à côte. C'est aussi parce qu'on a ces images de tension-là qu'on analyse celle-ci ainsi. Mais il est essentiel pour Emmanuel Macron de mettre en œuvre son projet politique, qui est un projet de rupture par rapport à la pratique politique française. Il nous faut du dépassement politique, il nous faut du renouvellement, et c'est ce qu'incarne Emmanuel Macron. Quand l'actuel président de la République dit « il pourra toujours m'appeler pour avoir des conseils », je comprends de ce que vous dites qu'il ne va pas l'appeler très souvent finalement. Et s'il en a besoin, il le fera, parce qu'Emmanuel Macron n'est pas quelqu'un qui met les gens dans des boîtes. Et donc, quelle que soit leur fonction passée, quelles que soient leurs opinions, qu'ils viennent de la droite ou de la gauche, si à un moment donné, Emmanuel Macron pense que ça lui sera utile pour prendre une décision favorable à la France, il consultera, je suis convaincu, toute personne qui sera susceptible de lui donner un éclairage positif. La rupture, ça me fait penser à quelqu'un, mais je ne sais plus à qui sur le coup. Moi non plus, je suis trop jeune. D'accord. Merci, c'est gentil. Très sympa, ça. Non, c'est le match retour. C'est gentil. Oui, c'est pas grave, c'est vrai. Ça va être la déclaration du jour. Une offre de service... non, pas la vôtre. Une offre de service de Manuel Valls sur RTL. Il a envie de rejoindre la majorité présidentielle. On écoute Manuel Valls, c'était il y a quelques instants. Je ne suis pas en embuscade. Je veux la réussite d'Emmanuel Macron. Donc, comme j'invite d'ailleurs tous les députés sortants, les progressistes, ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron avant le premier tour, ceux qui souhaitaient sa victoire, moi je serai candidat de la majorité présidentielle. Je souhaite m'inscrire dans ce mouvement qui est le sien, La République en marche. Il veut vous rejoindre, que lui répondez-vous? Au-delà de Manuel Valls, ce que nous souhaitons, c'est que... on va parler de Manuel Valls. Mais il veut vous rejoindre. Je vais vous répondre globalement, et ça s'appliquera à Manuel Valls. Parce qu'il ne faut pas faire de la politique en fonction des personnes. Au-delà de Manuel Valls, ce que nous souhaitons, c'est que des progressistes qui viennent de la gauche, du Parti socialiste, qui viennent de la droite, nous rejoignent pour constituer cette majorité présidentielle. Et donc, il y a de la cohérence chez Manuel Valls. C'est un peu langue de bois, ça. Non, j'en viens à Manuel. On parle de Manuel Valls. Manuel Valls dit « je serai candidat ». J'ai bien entendu, là. Je serai candidat. Alors là, par contre, il se trompe. Parce que d'abord, il faut qu'il fasse acte de candidature et qu'ensuite la Commission nationale d'investiture, présidée par M. Delevoye, se prononce. Et donc, elle devra le faire et il devra formellement déposer sa candidature. J'ai un vrai respect. Il n'a pas déposé encore. Non, pas selon mes informations. C'est pas de la bureaucratie, là. Pour le coup, vous avez un homme politique de premier plan, ancien Premier ministre, que vous avez soutenu. Vous voulez bousculer le paysage politique, le casser en morceaux, vous y arrivez et il vous dit « je veux vous rejoindre ». C'est une bonne nouvelle ou c'est une mauvaise nouvelle ?
Que des progressistes de l'importance de Manuel Valls veulent nous rejoindre, c'est une bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'ils adhèrent au projet politique d'Emmanuel Macron. Ensuite, encore faut-il qu'ils se sentent accueillis, parce que là, ensuite, s'il faut remplir un formulaire en 3 exemplaires... oui, mais c'est le minimum. Attendez, je pense qu'il ne faut pas faire de différence en fonction du passé de tel ou tel. J'ai soumis ma candidature à la Commission nationale d'investiture. Je n'ai pas officiellement l'information de savoir si je suis candidat ou pas En Marche dans ma circonscription. Donc un ancien Premier ministre. Ah, vous ne le savez pas aussi, vous aurez je pense que je serai investi, je vais vous faire une confidence. Mais j'ai déposé ma candidature, j'ai rédigé une lettre de motivation pour expliquer cela. J'en ai parlé parce que j'ai eu l'occasion de le faire avec Jean-Paul Delevoye. Et c'est normal que je m'astreigne à ce protocole-là, qui est un protocole identique pour tous. Manuel Valls, là-dessus, doit le faire. Mais je ne suis pas en train de vous dire que c'est une injonction négative, positive. Je suis en train de vous dire que c'est nécessaire qu'on ait tous les mêmes règles. La République des privilèges est terminée. Quelle est sa chance d'être accepté s'il le fait? Je pense qu'il a des chances. Emmanuel Macron s'est prononcé la semaine dernière, en particulier sur le cas de Manuel Valls. Manuel a décidé de faire un choix, celui de quitter le Parti socialiste, d'assumer une transgression de sa propre histoire, comme je l'ai fait moi il y a quelques temps. Et c'est légitime que nous l'entendions et que nous l'écoutions. C'est pas pardon, excusez-moi Gilles, est-ce que c'est pas un tout petit peu humiliant quand même pour l'ancien Premier ministre? Enfin, on a l'impression de demander à Gérard Depardieu de passer un casting, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si un professeur artistique, on considère que du moment qu'on vous prend, on vous paye et tout va bien. Non, moi je trouve que les privilèges doivent être derrière nous et qu'il faut appliquer à tous, à commencer par nous. Cette exigence, c'est même Manuel qui devrait la porter lui-même. C'est-à-dire ne pas vouloir avoir un privilège du fait de son passé, mais revendiquer justement d'avoir la même méthode, la même démarche que n'importe qui habite à Évry ou qui habite à Fort-Calquier ou à Barcelonnette. Peut-être qu'il en a parlé avec Emmanuel Macron, c'est possible? C'est possible, tous les deux. Je vous réponds franchement, je n'ai pas cette information. Est-ce que vous n'êtes pas en train de faire la même erreur que François Hollande avec François Bayrou, c'est-à-dire de traiter avec un peu de mépris et énormément de dureté des gens qui vous ont soutenu au premier tour et grâce auxquels, quand même, Emmanuel Macron a fait un bon score? Je ne crois pas qu'il y ait de la dureté dans ce que je vous dis. Je n'ai pas eu de mots négatifs pour Manuel. Non, mais vous traitez un ancien Premier ministre exactement comme un député de base. Et pareil pour le président de la République. Vous avez dit, bah oui, il pourra appeler tout le monde Emmanuel Macron. François Hollande et Manuel Valls ne sont pas tout le monde. Je pense qu'il faut pour chacun revendiquer le principe d'égalité. Et je pense que l'exemplarité en politique, elle fait que je dois, moi, passer sur les fourches codines d'un examen administratif. Je dois faire la queue pour aller manger au restaurant de la même façon que n'importe qui. Et Manuel, j'en suis convaincu, longtemps, il l'acceptera. Et il est 8h40 sur France Info. On se retrouve dans une minute. Tout pile, Victor Mattei. Et c'est bien sûr l'information politique de la matinée. Manuel Valls annonce qu'il va se présenter aux législatives sous l'étiquette La République en marche. Le parti d'Emmanuel Macron, l'ancien Premier ministre socialiste, veut rejoindre la majorité présidentielle. Réponse de notre invité en ce moment même sur France Info, Christophe Castaner, porte-parole d'Emmanuel Macron. L'investiture n'est pas automatique. Manuel Valls devra donc déposer sa candidature. Tous les candidats du mouvement d'Emmanuel Macron seront connus d'ici jeudi. Dans les autres partis, réflexion, alliance, stratégie, le PS réunit ses candidats à la mutualité aujourd'hui. Les Républicains cet après-midi tiennent un bureau politique. Plus de 1000 migrants évacués depuis ce matin de plusieurs campements porte de la Chapelle dans le nord de Paris. Près de la moitié est déjà partie dans des bus vers des centres de la région parisienne où ils doivent être provisoirement logés. Une autre opération de police dans la capitale, c'était cette nuit, la gare du Nord bouclée et évacuée pendant 2 heures. Des forces de l'ordre armées à l'intérieur et à l'extérieur de la gare. Un train en provenance de Valenciennes a été fouillé, des passagers confinés, plusieurs individus étaient apparemment recherchés. Et puis le début ce matin de 2 semaines de procès à Chambéry, celui de Ludivine Chambet, jugée pour avoir empoisonné des résidents d'une maison de retraite. 10 sont décédés. Cette aide-soignante de 34 ans a expliqué avoir voulu soulager ses patients. France Info. Christophe Castaner est avec nous sur France Info. Jusqu'à 9h, la question c'est vous, Gilles Bornstein. Le Premier ministre sera nommé, a-t-on appris, après la passation de pouvoir, c'est-à-dire dimanche soir ou lundi. Est-ce que vous savez qui c'est? Non. Est-ce que lui le sait? Il a répondu oui, donc je lui fais toute confiance. Il est normal à la fois qu'il y réfléchit avant l'élection, comme il est normal qu'il respecte le calendrier. Ma question était celui ou celle à qui va être proposé le poste, le sait-il?
Je ne sais pas, mais je pense que, mais là je fais une supputation et j'assume de le faire, je pense qu'Emmanuel Macron a dû l'évoquer, en parler avec lui et commencer à travailler. Ensuite, il faut respecter, avec lui ou elle, pardon. Je vais répondre non à la première question. Ensuite, il faut respecter le calendrier. Il n'est pas le président de la République en fonction, il le sera après la passation de pouvoir, et à ce moment-là, il ira vite, à la fois pour faire une proposition, enfin, pour nommer le Premier ministre et pour travailler avec lui sur la proposition gouvernementale. Vous avez envie d'être ministre, vous, de ce nouveau gouvernement? Vous savez comme moi que ça ne se traduit pas en termes d'envie. Pour être ministre, c'est simple, on vous appelle et vous répondez oui ou non. C'est à peu près le seul choix que vous avez. Si on vous appelle, est-ce que vous répondrez oui? Mais j'ai contribué à cette campagne électorale avec passion, avec énergie. Si j'avais la chance, et j'appelle ça une chance, de pouvoir le poursuivre, je le ferais. Mais je sais aussi les difficultés. Je sais aussi la liberté d'Emmanuel Macron pour composer son gouvernement. Et il sait qu'avec moi, il a une liberté supplémentaire, celle de l'amitié. Ce qu'on sait aussi depuis les plusieurs gouvernements de François Hollande, c'est que on a vu la pollution des affaires. On a vu l'affaire Thévenoud, on a vu l'affaire Cahuzac. Est-ce que vous êtes certain que toutes les mesures sont prises pour qu'il n'y ait pas d'erreur de casting, pardon pour ce mot, de ce genre? Comment sont contrôlés les pédigrés des éventuels ministres? Est-ce que vous avez des informations là-dessus? Nous allons prendre toutes les mesures possibles, c'est-à-dire légales aujourd'hui, et très vite, ce sera la première loi ou une des premières lois qui sera déposée, une loi de moralisation et d'éthique qui renforceront cela. Non, mais avant la loi, nous allons prendre toutes les mesures possibles pour que tout soit étudié, et le président de la République et le Premier ministre prendront le temps de vérifier cela. Est-ce que c'est un système qui est fiable à 100%? On a pu voir avec Jérôme Cahuzac que des gens peuvent mentir, peuvent tricher, et ils doivent être immédiatement sanctionnés. Ils l'ont été, mais maintenant il faut vérifier cela, et évidemment. La question de l'éthique qui est au cœur de la démarche d'Emmanuel Macron doit faire en sorte qu'on utilise tous les moyens légaux pour vérifier que tel ou tel soit effectivement clair par rapport à la justice, par rapport à l'éthique et même par rapport à la responsabilité. Mais est-ce que vous leur avez posé des questions qui vont plus loin que ce qu'on fait, ce qu'on faisait habituellement en fait dans ce genre de cas? Je dois vous faire une confidence, je ne compose pas le gouvernement. Et donc, je n'ai pas posé de questions. Mais évidemment, je sais comment fonctionne, je vais reprendre parce que j'observe depuis quelque temps Emmanuel Macron, il veillera avec celui ou celle qui sera Premier ministre à vérifier le pédigré de chacun, parce que ce genre de choses qui plombent une image politique serait catastrophique. Et je suis convaincu que celles ou ceux qui seront appelés auront en tête cela, parce que la sanction d'Emmanuel Macron et du Premier ministre, ou de la Première ministre, sera très forte si jamais quelqu'un s'amuse à tricher. Gilles Meurchagne. Vous avez dit qu'il y a entre vous de l'amitié. Alors si votre ami Emmanuel Macron vous demande, Christophe, est-ce que je dois plutôt nommer quelqu'un de gauche ou quelqu'un de droite à Matignon, qu'est-ce que vous lui répondez? Quel conseil lui donneriez-vous? Au nom de mon amitié, justement, mais qui ne compte pas en politique, je crois qu'il y a des conseils qui sont... Non, mais elle ne compte pas, parce que ce n'est pas l'amitié qui doit vous guider dans une décision politique. Je pense que quand vous êtes président de la République, Emmanuel Macron, pour moi, n'est plus Emmanuel Macron, il est le président de la République. Et donc, ce lien personnel qui peut exister avec tel ou tel doit s'effacer par rapport à la fonction. Et vous le voyez, alors? Ensuite, non, mais sérieusement, vous le voyez, donc vous avez changé votre rapport avec lui? Non, mais je crois qu'on peut tutoyer le président de la République. Mais moi je pense qu'il nous faut changer notre rapport. Non pas lui, ceux qui ont vu le film hier qui présentait cette campagne ont quand même noté sur TF1, ont quand même noté la dimension personnelle de cet homme qui est dans la convivialité, dans la proximité et qui est quelqu'un de simple. Je crois que ce film a vraiment démontré cela. Mais je vais répondre du coup à la question. Je crois que ce qui compte, c'est qu'on a un gouvernement qui recompose toutes les origines politiques et que le Premier ministre soit une femme ou un homme de droite ou de gauche compte peu par rapport à l'équilibre. Et l'équilibre, c'est la revendication qu'il fait. Ça donnera une couleur. Vous avez raison, mais ensuite, ce qui compte, c'est d'avoir la bonne personne au bon endroit. Et aujourd'hui, il y a plusieurs hypothèses sur lesquelles nous supputons les uns et les autres, mais il y en a une que le président a choisie. Je suis convaincu que c'est la bonne. Emmanuel Macron n'est élu que depuis 36 heures et déjà des manifestations ont eu lieu hier à Paris pour protester contre une éventuelle réforme du Code du travail, projet d'Emmanuel Macron. On écoute une manifestante. Je pense que c'est un grand mouvement de refus et de rejet d'un système ultralibéral qu'on est en train de nous imposer à marche forcée et pas en marche, comme dit M. Macron. C'est un type qui a fait dépenser 40 milliards d'euros pour ne créer aucun emploi en 2 ans. Ça, c'est la réalité. Alors qu'on aurait pu créer des emplois pour les jeunes. Et ces populations-là, qu'est-ce qu'on va leur dire? Devenez millionnaires? On craint vraiment une régression des acquis sociaux avec M. Macron, qui a une politique ultralibérale et son ami, c'est la finance, hein, c'est un banquier, donc... Je savais bien qu'il y avait une manifestante dans le lot. Vous maintiendrez ce projet qui a l'air de susciter quand même beaucoup de raidissements déjà?
Et ceux qui manifestaient, j'imagine, sont ces femmes et ces hommes qui considéraient que Emmanuel Macron ou Marine Le Pen, c'était la même chose. Donc de toute façon, ils sont mobilisés, ils avaient prévu la manifestation, quel que soit le candidat qui devient président de la République. Ce qui compte aujourd'hui, c'est est-ce que la situation actuelle de l'emploi, du travail et des règles qu'il organise en France est satisfaisante? Non. Non, parce qu'on a un taux de chômage qui est inacceptable en France. Et donc oui, il faut faire évoluer notre système. Il ne s'agit pas de casser le code du travail, il ne s'agit pas de diminuer le droit des travailleurs, mais il s'agit de faire en sorte que par un peu plus de flexibilité, un employeur, l'artisan qui bosse à Manosque, n'ait pas de difficulté pour embaucher. Aujourd'hui, l'artisan de Manosque et ferronnier, il a peur d'embaucher. C'est ça la réalité. Je me trompe peut-être, mais je ne sais pas si la campagne a bien permis à tous de comprendre quel était votre projet, si les messages sont passés, si la réforme du Code du travail a été intégrée par les gens qui ont voté ou pas voté d'ailleurs pour Emmanuel Macron. Je pense que, contrairement à la loi El Khomri, qui n'avait pas été annoncée par François Hollande dans sa campagne électorale, la réforme du Code du travail l'a été. Il a même indiqué qu'il procéderait par ordonnance, Emmanuel Macron, pour aller vite sur ce sujet. Donc je pense que, si ce n'est dans le détail de la loi du travail, où effectivement ceux qui ont voté pour lui ou ceux qui le combattent aujourd'hui, de toute façon, ne savent pas forcément ce qu'il y a dedans. Ceux qui ont manifesté hier ne savent pas contre quoi ils manifestent, mais ils manifestent quand même. Mais je crois qu'il est nécessaire aujourd'hui de faire bouger les lignes sur le travail. Notre objectif, c'est de retrouver un taux de chômage de 7% qui s'approche du plein emploi à la fin de cette mandature. Il faut s'en donner les moyens, nous n'avons pas d'autre choix que cela. Concernant les ordonnances dont vous avez parlé, il y a quelqu'un qui vous a soutenu activement dès le premier tour, qui vous incite à la prudence. On l'écoute, c'était à votre place hier, je crois. Les ordonnances, c'est une méthode dans laquelle on fait le constat que les choses sont bloquées. Moi, je suis persuadé qu'une élection comme celle-là débloque les choses. Et je suis persuadé que le nouveau président de la République, qui a dit qu'il recevrait les syndicats, va discuter avec eux de ce sujet. C'était donc François Bayrou, qui a l'air assez réservé vis-à-vis des ordonnances. C'est ce qui compte dans une ordonnance, c'est ce que vous y mettez. Et c'est pas ce qu'il dit. Non, mais moi, il faut discuter. Mais j'entends bien. Mais d'abord, nous allons discuter. Évidemment que le président de la République, le Premier ministre, le ou la ministre du Travail réuniront les organisations syndicales et travailleront. Mais c'est pas automatique les ordonnances? Non, parce que dans le contenu de l'ordonnance, vous pouvez avoir vraiment un niveau de détail que le Parlement autorise au gouvernement. Puis, je rappelle quand même que dans l'ordonnance, le Parlement se prononce au début, se prononce à la fin. Le seul avantage de l'ordonnance, c'est que vous allez plus vite. Vous évitez d'avoir 2 ans. Parce qu'actuellement, pour une loi, pour qu'elle soit mise en œuvre, il faut 2 ans de travail. Est-ce qu'on peut attendre 2 ans pour retrouver de l'espérance sur le marché du travail, pour redonner espoir aux jeunes qui sont coincés aujourd'hui et qui ne rêvent pas d'un CDI, ils rêvent d'un job, ils rêvent d'un boulot, ils rêvent, un jeune sur 2 crée son propre emploi pour créer sa propre activité pour créer son emploi. C'est à eux qu'il faut s'adresser. Et plutôt que de leur dire « faites-nous confiance, dans 2 ans on revient vous voir », il faut aller vite sur le marché de l'emploi. Je ne méconnais pas les différences, mais ça fait un peu penser au 49.3 quand même. 49.3, il n'y a pas de débat, je ne méconnais pas les différences. Hein. Voilà, mais ça fait un peu penser à ça. C'est-à-dire en plein été, des ordonnances. Mais je crois que la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, le temps parlementaire est trop long. Le temps administratif et le temps parlementaire ne correspondent pas à la vie des Français. Et donc, il faut là encore envisager... Ça s'appelle la démocratie, non ? Non. Quand franchement, le temps parlementaire implique 2 ans pour faire une loi, ça n'est pas la démocratie. C'est plutôt le tatillonnage administratif et les politiques d'obstruction que l'on peut connaître. Ça n'est pas la démocratie. Allez, il nous faut 1 minute pour faire le tour de l'actualité avec vous, Victor Mattei. Manuel Valls veut être candidat aux législatives pour la majorité présidentielle d'Emmanuel Macron. C'est l'annonce politique de la matinée. L'ancien Premier ministre PS souhaite être investi par La République En Marche. Réponse de l'invité de France Info. En ce moment, Christophe Castaner, porte-parole d'Emmanuel Macron. Manuel Valls devra formellement déposer sa candidature. Des habitants du quartier et des passagers surpris, très surpris cette nuit, gare du Nord à Paris. Le quartier a été bouclé, la gare évacuée. Une importante opération de police pour, semble-t-il, chercher des hommes dans un train en provenance de Valenciennes. Ce matin, retour au calme, les transports et les voitures circulent à nouveau. Toujours dans le nord de Paris, des centaines de policiers mobilisés pour évacuer entre 1000 et 1500 migrants. Des campements jugés insalubres par la préfecture de Paris. Près de 500 personnes sont déjà parties en bus vers des centres de la région parisienne. Et puis le rêve des footballeurs monégasques ce soir contre la Juventus de Turin en demi-finale. Retour de la Ligue des Champions. La SM battue 2-0 à l'aller doit marquer au moins 2 buts en Italie pour espérer se qualifier. France Info. L'émission politique de France Info avec Jean-Michel Apathy jusqu'à 9h avec Christophe Castaner. La question, c'est vous, Jean-Michel? C'est moi, oui. Fabienne. Vous l'évoquiez tout à l'heure, Christophe Castaner. Un documentaire a été diffusé hier soir sur les coulisses de la campagne d'Emmanuel Macron. On en regarde un extrait. Là, maintenant, et tout le monde, je le dis,
Ça doit vibrer ici. C'est pour ça que j'étais en colère samedi quand je vois que c'est pas plein ici. Tout le monde maintenant, tout ce qui a été fait, on peut être fatigué, etc. Mais dites-vous bien et dites-le partout. Les 15 jours qui viennent, il y a des gens qui vont commencer à vous regarder maintenant. Ceux qui ont le plus envie gagneront. Alors, il dit qu'il était en colère samedi, mais on ne l'a jamais vu en colère pendant 90 minutes. Il est colérique? Non, mais il a des colères froides. Là, il y a une expression de colère, il y a une expression d'exigence. C'est quelqu'un qui est à la fois dans l'empathie, mais en même temps, il a une autorité, mais il n'a pas besoin de crier pour se faire entendre. Là, je peux vous dire que ceux qui étaient autour de la table, je n'en étais pas, ont très bien compris le message. Mais vous le voyez en colère des fois? Je ne l'ai jamais vu en colère. Colère violente, parce que jamais. Le documentaire, je ne sais pas si vous l'avez vécu comme ça, mais alors c'est une campagne facile. Hein. Non, parce que ceux qui connaissent Emmanuel Macron savent que son autorité, son expression d'autorité... C'est une campagne facile, c'est-à-dire, voilà, il n'y a jamais un problème, il y a jamais le sourire est toujours là, tout va bien. Oui, mais parce que justement, ça, c'est la qualité du candidat devenu président de la République, c'est qu'il a une énergie folle, il se met pas, il crée pas ses propres problèmes, il les traite les uns après les autres. C'est une campagne où chaque jour a été difficile, elle a même été très violente, notamment sur la fin de la campagne, et au fond, à chaque fois, avec sérénité, la sérénité qu'on attend d'un chef d'État, il a su faire face. Vous avez dit tout à l'heure, Christophe Castaner, que Emmanuel Macron était quelqu'un de simple. Alors, je ne mets pas votre parole en doute, mais on a du mal à croire qu'on se hisse là où il est parvenu en étant simple. Et d'ailleurs, le secret qu'il semble préserver sur son Premier ministre montre qu'il a quand même des tiroirs et que peut-être tout le monde n'accède pas à la totalité de ce qu'il est. Non, mais simple dans son comportement, simple dans son quotidien. Il est d'une intelligence rare, il est d'une culture étonnante. Et donc, évidemment, il ne ressemble pas forcément à monsieur et madame tout le monde. Mais dans son comportement, et on l'a vu dans ce reportage, je vais faire une confidence, il adore déjeuner aux courtes pailles. Il aura peut-être un peu plus de difficultés. Voilà. Non, mais c'était pas un courte paille là dans le reportage. Mais voilà. Justement, il n'y en avait pas et c'était une source de frustration. Voilà. Et au fond, c'est ça aussi, rester un homme simple. Et je crois que c'est une vraie force, c'est une vraie qualité pour lui, et c'est important. Ensuite, il n'est pas banal, évidemment qu'il n'est pas banal. Il n'est pas normal? Je ne sais pas ce que c'est que la normalité, surtout pour des femmes. Si, moi je sais. Non, pour des femmes ou des hommes. Il y a un président qui s'est fait élire, qui a expliqué qu'il était un président normal. Si vous me posez la question de la présidence, je vous répondrai. Vous me posez la question d'Emmanuel Macron. Et donc, je ne sais pas ce que la normalité pour une femme ou un homme. Et la présidence? Pour la présidence. Ce ne sera pas une présidence normale? Il l'a indiqué, il souhaitait une présidence avec une parole plus rare. Et donc, du coup, je crois qu'on ne sera pas dans la banalisation de la parole du président. La présidence normale, telle qu'elle avait été, telle que François Hollande a voulu l'incarner, et encore, je ne suis pas sûr qu'il ait voulu l'incarner comme l'image qui en était donnée, était celle d'une parole, d'une hyper-présence. Là, il a annoncé qu'il aurait le sens de la responsabilité qui implique une parole plus rare. Vous avez dit de lui un jour qu'il travaillait en cercle concentrique à la François Mitterrand, et que c'était un homme assez secret. Non, en fait, il travaille effectivement avec différents cercles pour arriver à avoir le pouls de la France, le pouls des élus, le pouls de la société civile, le pouls des intellectuels, des écrivains. Des cercles étanches entre eux. C'était la caractéristique de François Mitterrand, où personne ne savait ce qu'il avait dit à l'autre. Alors, je ne sais pas comment travaillait François Mitterrand, mais ces cercles, de toute façon, se croisent à certains moments. Et donc, l'idée, c'est pas d'être étanche, mais c'est d'arriver à avoir plusieurs réseaux, plusieurs indicateurs pour arriver à sentir le pouls des Français. Et c'est important pour un président de la République, parce que très vite, vous pouvez être enfermé. Alors, je crois qu'il a cette volonté, comme il l'a eu pendant toute la campagne, dans son parcours politique, de pouvoir parler à tous. Vous avez parlé d'hyper-présence, et c'est vrai que ce qu'on voit dans ce documentaire, notamment, c'est qu'il fait beaucoup de choses, Emmanuel Macron. Est-ce qu'il sait déléguer ? Oui, l'équipe qui travaille avec lui met en œuvre ses instructions. Il a une autorité. Y a-t-il des gens qui peuvent lui dire non dans son entourage? Parce que quand on voit les gamins, si je puis dire, autour de lui, ils ont tous 30 ans, voilà, ça apparaît pas vraiment à l'œil nu, des gens capables de lui dire non, là, tu te trompes. Moi, j'ai vu les gamins, comme vous dites, mener une campagne extraordinaire, avec très peu de moyens, avec une montée en puissance très courte, et arriver à mettre en œuvre en 3-4 jours des meetings qui rassemblaient 12 000 personnes. Absolument. Et je les ai vus dire à celui qui est devenu président de la République, non, ça n'est pas possible, leur donner des conseils. Et puis il n'y a pas que des gamins, Richard Ferrand, qu'on voit beaucoup dans ce film, est loin d'être un gamin, il ne m'en voudra pas. Et j'ai vu Richard Ferrand dire à Emmanuel Macron, non, je te conseille autre chose. Et Emmanuel Macron sait écouter, ensuite il décide. Beaucoup de ceux qui ont regardé le documentaire notent l'absence pratiquement de sa femme, Brigitte Trogneux, alors qu'elle a l'air d'être très importante dans sa vie. Alors on se dit, tiens, on ne nous a peut-être pas tout montré. Non, Brigitte est essentielle à la vie d'Emmanuel Macron.
Par contre, elle n'est pas au cœur du dispositif politique d'Emmanuel Macron. Et c'est un reportage sur le dispositif politique. Mais chacun sait qu'elle lui est essentielle. Et c'est important. Un homme heureux fera un président de la République apaisé. Il faudra définir un statut pour de première dame. C'est le législateur qui fera ça ou pas ? Il faudra de toute façon qu'elle ait un rôle, qu'il soit encadré. Il sera bénévole parce qu'il n'est pas question qu'elle soit rémunérée dans ces fonctions-là. Mais je crois que l'épouse du président de la République peut compléter la représentation du président de la République sur des sujets comme le handicap, par exemple. Un tout petit détail, Pardon, juste, on en a pour 8 secondes. On en parlait ce matin. Il paraît que les équipes sont rincées juste avant d'entrer à l'Élysée. Sérieusement, que cette campagne les a tous mis un peu sur les genoux, c'est vrai ? Je crois qu'on est comme les journalistes politiques. On a une campagne extrêmement longue, extrêmement difficile et qu'il peut y avoir un petit moment de fatigue. Mais il ne faut pas qu'il dure parce que pour celles et ceux qui accompagnent Emmanuel Macron, le combat se poursuit. Merci Christophe Castaner d'avoir accepté l'invitation de France Info. Et merci à tous, on se retrouve demain.